Si seulement chaque parent pouvait connaître ces vérités cachées. La prière du soir avec vos enfants peut être la clé qui protège leur avenir. Saviez-vous ce qui se cache derrière les cauchemars de vos enfants la nuit? Ou pourquoi accepter une simple friandise à l'école peut tout changer dans leur vie? Découvrez la vérité choquante dans cette vidéo bouleversante. Protégez vos enfants dès maintenant en suivant ces précieux conseils. Likez, partagez massivement et commentez votre expérience. Ensemble, construisons un avenir sûr pour nos enfants. À Bamako vivait une jeune fille nommée Malia, unique enfant de Fatou. Une bénédiction tant attendue après 12 longues années de prière, de larmes et d'espoir. Fatou avait tout tenté pour avoir un enfant. Elle avait consulté les meilleurs médecins de la ville, supplié les prêtres dans les églises, et même fait appel aux guérisseurs venus de villages reculés. Rien ne semblait fonctionner, jusqu'au jour où, contre toute attente, Malia arriva comme une lumière au bout d'un tunnel, apportant avec elle une joie que seule une mère ayant connu l'attente peut comprendre. Après tous ces efforts, la naissance de Malia ressemblait à un véritable miracle, une réponse divine aux prières incessantes de Fatou. L'amour qu'elle portait à sa fille était infini, profond, presque sacré, et elle s'était jurée de lui offrir tout ce que la vie avait de plus beau. Fatou, marchande de tissus prospères au plus grand marché de Bamako, voyait sa boutique constamment remplie de clients attirés par ses étoffes somptueuses et colorées. L'endroit bourdonnait d'activités, débordant de vie, de rires et de conversations, tandis que ces tissus luxueux attiraient les passants comme des abeilles vers une fleur en pleine floraison. Grâce à ces longues journées de dur labeur au marché, Fatou réussissait à offrir à Malia une éducation de rêve, l'inscrivant au prestigieux lycée Sacré-Cœur de Bamako, une école huppée réservée aux enfants des plus fortunés. Ce lycée était un monde à part, des salles de classe immaculées, de vastes terrains de jeu bien entretenus, et des élèves toujours vêtus d'uniformes impeccables. Fatou ne laissait rien au hasard. Malia devait briller. Elle portait les plus belles chaussures. Ses cheveux étaient toujours bien coiffés, et son cartable dernier cri faisait des envieuses. Un jour, une camarade lui demanda en chuchotant « Malia, comment tu fais pour toujours être aussi classe ?» Malia haussa les épaules avec un petit sourire et répondit fièrement « C'est maman, elle dit que je mérite ce qu'il y a de mieux. » Fatou ne se contentait pas de payer les frais de scolarité exorbitants du lycée Sacré-Cœur de Bamako. Elle allait plus loin, rendant régulièrement visite aux enseignants de Malia, avec des cadeaux soigneusement choisis, un parfum français rare, un joli sac à main en cuir ou encore des douceurs importées. « Merci pour tout ce que vous faites pour Malia », disait-elle avec un sourire chaleureux, en tendant les présents, laissant les enseignants à la fois ravis et un peu gênés par tant de générosité. Même si elle insistait toujours que c'était juste une petite marque de reconnaissance, tout le monde savait que ces gestes étaient loin d'être anodins. Ils étaient une façon discrète, mais efficace, de s'assurer que Malia bénéficie d'un regard bienveillant. Madame Konaté, sa professeure de littérature, confia un jour à une collègue en salle des profs. « Cette femme, Fatou, elle est d'une élégance rare. Et Malia, une perle. Si tous les élèves pouvaient être comme elle. » Et l'autre enseignante d'ajouter avec un sourire. « C'est la fille de Fatou, hein? Rien d'étonnant. » Dans les couloirs du lycée, Malia ne passait jamais inaperçue. Toujours polie, souriante. Elle saluait les surveillants par leur prénom, aidait ses camarades à réviser avant les examens et partageait surtout ses goûters
avec ceux qui avaient oublié les leurs. Un jour, alors qu'un élève s'était mis à pleurer en silence après avoir reçu une mauvaise note, Malia s'était discrètement approchée. « Ne t'en fais pas, on révise ensemble ce week-end si tu veux. Tu verras, tu vas t'améliorer. » Il avait levé les yeux, surpris par tant de gentillesse. « Tu ferais ça pour moi ?»« Bien sûr, on est dans la même classe, non ? Alors on avance ensemble. » Cette attitude, Fatou l'avait cultivée dès le plus jeune âge. L'excellence, oui, mais jamais au détriment des autres. Malia était ainsi devenue non seulement une élève brillante, mais aussi une source de lumière pour tous ceux qui l'entouraient. La gentillesse naturelle de Malia, alliée à ses résultats scolaires exceptionnels, faisait d'elle l'élève la plus admirée du lycée Sacré-Cœur. Chaque année, lors de la grande cérémonie de remise des prix, une atmosphère fébrile régnait dans la salle. Quand le maître de cérémonie commençait à appeler les lauréats, tout le monde savait que le moment tant attendu approchait. Et quand son nom résonnait enfin, Malia Touré, première de la classe, excellence en mathématiques, prix d'honneur en littérature. Toute l'assemblée applaudissait avec enthousiasme. Elle montait sur scène, élégante dans son uniforme parfaitement repassé, un sourire modeste aux lèvres. Dans la foule, des parents se tournaient vers leurs enfants avec des regards lourds de reproches. « Tu vois, regarde Malia, elle a bien travaillé, hein ? Toi, tu fais quoi ? Tu joues au ballon toute la journée ?» lançait un père, visiblement agacé. Un autre murmurait à sa femme. « Cette fille-là, elle doit avoir un tuteur invisible. C'est pas normal. Elle rafle tout chaque année. » Certains curieux allaient jusqu'à approcher Fatou, après la cérémonie, l'air à moitié admiratif, à moitié suspicieux. « Fatou, tu nous caches ton secret, hein ? Tu as engagé un professeur à domicile pour ta fille, non ? » Mais Fatou, toujours calme et digne, se contentait de sourire en secouant la tête. « Malia étudie toute seule. Moi-même, je ne comprends pas parfois. Elle se lève à 5 heures du matin, elle révise, elle organise ses journées. C'est Dieu seul que je remercie pour ça. » Et ses yeux brillaient d'une fierté pure, humble et sincère. Son amour et sa reconnaissance envers Dieu étaient palpables. À ses yeux, Malia n'était pas seulement une bonne élève, c'était un témoignage vivant que les années de souffrance, d'attente et de prière n'avaient pas été vaines. En classe, Malia restait l'élève calme, appliquée, toujours souriante. Ses camarades venaient souvent à elle, entre deux cours, leur cahier à la main et les yeux brillants de curiosité. « Malia, comment tu fais pour toujours avoir les meilleures notes ? C'est quoi ton secret ?» demandait Fatime, intriguée. « Vous savez bien que j'écoute juste en classe et que je prends des notes, » répondait-elle avec douceur, comme si c'était la chose la plus simple au monde. Ce qui impressionnait encore plus ses camarades, c'était son humilité. Jamais un mot plus haut que l'autre, jamais de vantardise. Elle incarnait l'excellence tranquille. Mais ce calme allait bientôt être troublé par un vent nouveau. Le nouveau trimestre apporta avec lui une surprise de taille. L'arrivée d'une nouvelle élève nommée Rokia. Dès qu'elle entra dans la salle, tout le monde remarqua sa beauté, aussi éclatante que celle de Malia. Mais très vite, ce n'était plus son apparence qui faisait parler les élèves, c'était sa brillante intelligence. Dès le premier cours de mathématiques, elle résolut une équation complexe, avant même que le professeur n'ait fini d'écrire l'énoncé au tableau. Un silence impressionné s'abattit sur la classe. « Rokia, s'il te plaît, comment t'as trouvé la réponse si vite ?» s'exclama Aïcha, bouche bée. Rokia haussa les épaules, un peu gênée par l'attention, et répondit avec modestie.
J'aime bien m'entraîner, surtout le soir. Ça m'aide à m'améliorer. » Très vite, ses camarades l'entourèrent, posant 1000 questions, lui demandant des conseils pour les devoirs, l'implorant de leur expliquer certains exercices. Rokia se montra toujours disponible, patiente et douce, ne refusant jamais d'aider, ce qui la rendait encore plus aimée. Les rumeurs ne tardèrent pas à se répandre dans les couloirs. À la pause, près du distributeur d'eau, ou à la cantine, les chuchotements commençaient à fuser. « Tu crois que Rokia va devenir la meilleure maintenant? Elle est plus forte que Malia en maths, non? En tout cas, elle fait les exercices avant même que les profs n'expliquent. » Ces murmures commencèrent à atteindre les oreilles de Malia. Au début, elle n'y prêta pas attention. Elle souriait poliment, comme toujours. Mais à l'intérieur, un petit pincement naissait. Non pas de la jalousie, mais une sorte d'inquiétude qu'elle n'avait jamais connue jusque-là. C'était la première fois qu'elle se sentait remise en question. Un jour, alors qu'elle rangeait ses affaires après le cours, elle entendit 2 élèves derrière elle chuchoter. « Tu penses qu'à la cérémonie, cette année, ce sera Rokia sur scène? Peut-être. En tout cas, elle bosse dur et elle est super rapide. » Malia ferma lentement son sac, le regard baissé, puis releva la tête et se força à sourire. Elle se dirigea vers la sortie en silence, son esprit tourbillonnant. Pour la première fois, elle comprit que cette année serait différente. Peut-être qu'elle surpassera même Malia à la remise des prix cette année. Cette phrase, chuchotée entre 2 élèves, résonna dans l'esprit de Malia comme un coup de tonnerre. Elle, la brillante, l'indétrônable, sentait son trône vaciller. Depuis toujours, elle était la star incontestée, la meilleure élève, la plus élégante, celle dont les cadeaux faisaient ressourire les professeurs et rêver ses camarades. Mais Rokia, avec sa simplicité, son humilité et son génie indéniable, commençait à changer la donne. Malia, habituée à ce que tout tourne autour d'elle, sentit son monde s'effriter. Mais au lieu de s'éloigner, elle décida d'agir à sa manière. Renouer le lien avec cette rivale montante, comme elle l'avait toujours fait avec ceux qui s'illustraient trop rapidement, en offrant un cadeau. Un matin, après le cours de biologie, elle s'approcha de Rokia dans la cour. « Bonjour Rokia, ceci est juste un cadeau de bienvenue, » dit-elle avec un sourire poli en tendant une boîte soigneusement emballée, ornée d'un ruban doré. Rokia, surprise, recula légèrement. « Oh, merci Malia, c'est gentil. Mais ma mère m'a dit de ne jamais accepter de cadeaux de personnes que je ne connais pas bien. » Elle sourit timidement, sincère, mais directe. Malia resta un instant figée, la main toujours tendue. Personne ne lui avait jamais refusé un présent. Elle se ressaisit et força un sourire. « Pas de souci, je comprends. » Mais en elle, quelque chose se froissa. Ce simple refus, aussi innocent soit-il, planta une graine d'amertume. Ce n'était pas un refus personnel, mais Malia, dans son cœur déjà blessé, le prit comme un rejet, une offense. Et cette sensation était nouvelle, désagréable, brûlante. Puis vint le fameux concours de mathématiques, où les 2 meilleurs élèves furent placés, dans des équipes adverses. Toute la classe attendait le duel silencieux, la confrontation des titans. Le suspense fut vite dissipé. L'équipe de Rokia domina littéralement, menant le jeu avec une avance écrasante de 50 points. Rokia corrigeait les erreurs des autres, anticipait les questions et affichait une maîtrise impressionnante. « Waouh, elle est trop forte !» lança un élève dans l'euphorie. Franchement, même le prof la regardait avec admiration. Ajouta une autre. Les félicitations fusèrent, les sourires admiratifs aussi.
Les professeurs eux-mêmes prirent le temps de féliciter Rokia devant tous. Malia, elle, se tenait droite mais silencieuse, le regard figé sur sa feuille, ses doigts crispés autour de son stylo. La chaleur montait à ses joues, mais elle refusait de montrer la moindre émotion. À la sortie, dans la cour, quelques élèves discutaient encore de la performance de Rokia. « Tu crois qu'elle va finir première cette année ? Si elle continue comme ça, c'est sûr. Même Malia ne pourra pas rivaliser. » Ces paroles, captées au vol, achevèrent de fissurer le masque que Malia portait. Son sourire s'était fait rare ces derniers jours, son regard un peu plus dur. Elle ne participait plus au rire de ses camarades comme avant. Ce soir-là, Malia rentra chez elle plus abattue que jamais. Son cartable à peine posé, elle fondit en larmes. Et Fatou, intriguée, s'approcha doucement. « Ma fille, pourquoi pleures-tu » demanda-t-elle, un léger sourire en coin. Pensant qu'il s'agissait d'un simple caprice, Malia renifla, les yeux rouges et la voix tremblante. « Maman, j'ai essayé d'offrir un cadeau à la nouvelle fille, Rokia, comme je le fais toujours. Mais elle l'a refusé. Et maintenant, tout le monde ne parle que d'elle. Et si elle prenait ma place ?» Le sourire de Fatou s'effaça aussitôt. Son regard devint sombre. « Cette Rokia, as-tu au moins souri en lui donnant le cadeau ?» demanda-t-elle d'une voix basse. « Oui, maman. Elle a dit que sa mère lui avait interdit d'accepter des cadeaux d'étrangers. » Un éclat étrange traversa les yeux de Fatou, glacial et calculateur. Elle posa une main ferme sur l'épaule de sa fille. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Continue juste à faire semblant d'être gentille. Je vais m'occuper du reste. » Malia hocha lentement la tête, un soulagement étrange l'envahissant. Elle comprenait parfaitement ce que sa mère sous-entendait. Aucun mot n'était nécessaire. C'était un langage ancien entre elles, fait de silence, de regards et de sorts murmurés. Les cadeaux de Fatou, bien qu'élégants en apparence, n'étaient jamais anodins. Ils étaient liés à un pacte ancien, un savoir obscur qu'elle avait hérité de sa grand-mère, une prêtresse redoutée dans leur village d'origine. Chaque présent offrait une beauté, un talent, une réussite apparente. Mais en contrepartie, une partie de l'âme de celui qui l'acceptait était volée, subtilement, insidieusement. C'est ainsi que Fatou avait construit son empire de tissus. Et c'est ainsi qu'elle avait fait de Malia une élève brillante, sans effort apparent. Tant que les autres acceptèrent que ses dons, leur force nourrissait Malia, consolidant sa place au sommet. Cette nuit-là, alors que le monde dormait, Fatou sortit discrètement de la maison. Elle n'avait ni peur ni hésitation. Elle murmurait déjà d'étranges paroles, dans une langue oubliée, ses mains traçant des symboles dans l'air. À 2 heures du matin, elle apparut devant la fenêtre de la chambre de Rokia. Une brume sombre l'enveloppait. Son regard était fixe, ses yeux brillants d'une lueur violette inquiétante. Elle murmura un long sortilège, ponctué de cliquetis secs et de souffles rauques, puis souffla doucement en direction de la fenêtre. Une ombre glissa à l'intérieur, serpentant jusqu'au lit de la jeune fille. Lorsque le dernier mot fut prononcé, Fatou disparut aussi mystérieusement qu'elle était venue, laissant la nuit aussi paisible qu'avant. Mais quelque chose venait de changer. Le lendemain matin, tout semblait normal, sauf Rokia. En classe, dès que le professeur se mit à expliquer un nouveau chapitre, Rokia s'endormit brusquement. Un ronflement léger, presque enfantin, s'échappa de ses lèvres. « Hé, Rokia !» chuchota une camarade en lui donnant un coup de coude, mais rien. Elle dormait profondément, incapable de lutter. Les élèves éclatèrent de rire. Elle voulait battre Malia. Maintenant, elle dort comme un bébé.
ricana un garçon du fond. Même les professeurs, d'abord inquiets, commencèrent à quénosser les épaules. Peut-être était-elle juste fatiguée. Mais chaque jour, le phénomène se reproduisait, toujours au moment des cours les plus importants. Rokia, bouleversée, essaya d'en parler à sa mère, Madame Hawa, une femme d'affaires influente et constamment surchargée. « Maman, je dors en classe sans le vouloir. Je ne comprends pas. Ma chérie, on en parlera plus tard. J'ai une réunion importante avec le ministre, » répondit Madame Hawa, sans même lever les yeux de son téléphone. « Mais maman, c'est sérieux, je perds mes notes et... » « Plus tard, Rokia. Je t'ai dit plus tard. » Mais ce plus tard ne vint jamais. Jour après jour, Rokia s'isolait. Ses camarades, autrefois fascinés, commençaient à la regarder avec pitié. Même les professeurs cessèrent de compter sur elle. Sa réputation s'effondrait. Lentement mais sûrement, elle passait ses soirées enfermée dans sa chambre, pleurant à chaudes larmes, perdue et impuissante. Elle revoyait dans sa tête ce moment où elle avait refusé le cadeau de Malia. Était-ce là où tout avait basculé? Elle ne croyait pas aux histoires de sorcellerie, mais ce qui lui arrivait dépassait l'entendement. Pendant ce temps, Malia brillait à nouveau. Les anciens murmures avaient disparu, remplacés par des éloges habituels. Elle souriait à tout le monde, aidait ses professeurs, distribuait de petits biscuits maison à ses camarades. Mais dans ses yeux se cachait une lueur différente, un éclat de victoire amère. Elle savait que Rokia n'était plus une menace. Et Fatou, de son côté, continuait son commerce comme si de rien n'était, sa boutique plus prospère que jamais. Tout semblait parfait, en apparence. Le cours de mathématiques était en pleine effervescence. Tous les élèves avaient encore les yeux rivés sur le problème complexe, griffonné au tableau, et comme d'habitude, tout le monde attendait que Rokia, surnommée la calculatrice ambulante, vienne les sauver. Lorsqu'elle leva la main, l'enseignante hocha la tête, soulagée. « D'accord, Rokia, viens résoudre ce problème. » Elle se leva lentement, sentant les regards peser sur elle. Elle s'approcha du tableau avec assurance, attrapa la craie. Mais à peine ses doigts l'effleurèrent-ils qu'une secousse fulgurante traversa tout son corps. Elle haleta de surprise, lâchant la craie comme si elle s'était brûlée. « Rokia, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Et résous le problème !» lança l'enseignante, visiblement agacée. « Je ne peux pas, madame. Il se passe quelque chose d'étrange, » répondit Rokia, la voix tremblante. Mais l'enseignante fronça les sourcils, déjà à bout de patience. « Voulez-vous arrêter d'être stupide et faire ce qu'on vous dit ?» Rokia tenta à nouveau, tendant la main vers le tableau. Mais la douleur revint encore plus violente. Cette fois, elle se recula vivement, secouant la tête. La maîtresse soupira longuement, la renvoya à sa place et poursuivit la leçon sans plus lui accorder d'attention. Dans les jours qui suivirent, le phénomène s'amplifia. Rokia ne pouvait plus écrire sans douleur. Ses mains tremblaient, ses doigts se crispaient dès qu'elle tentait de tenir un stylo. Pendant les tests, elle restait figée, incapable de répondre. Son papier restait presque vide, son regard dans le vague. Pour la première fois depuis son arrivée, elle échoua à un contrôle. Ses camarades, autrefois impressionnés par sa vivacité d'esprit, commencèrent à murmurer dans son dos. « Vous avez vu Rokia, elle n'est plus comme avant. » chuchota Bintou. « C'est bizarre, elle était super forte. Maintenant, elle ne peut même plus résoudre une soustraction. » ajouta une autre. « Ou alors elle faisait semblant depuis le début. » Rokia, bien qu'épuisée, entendait tout. Ses mots l'atteignaient comme des flèches.
Elle gardait la tête baissée, ses yeux brillants de larmes retenues. L'éclat de son esprit semblait s'être éteint, noyé sous une brume invisible. Les nuits n'étaient pas plus paisibles. Dans ses rêves, elle se retrouvait toujours dans cette même pièce sombre, entourée d'enfants aux regards vides. Un étranger masqué leur offrait de la nourriture, et malgré sa terreur, Rokia ne pouvait s'empêcher d'en prendre. Chaque bouchée avalée alourdissait son esprit, comme si un voile noir se déposait sur ses pensées. Elle voulait crier, refuser, courir, mais son corps restait figé. Le plus effrayant, c'était ce moment où l'étranger s'approchait d'elle, tenant un bol rempli d'une étrange substance fumante. Et à chaque fois, sans pouvoir se contrôler, elle tendait la main pour manger. À son réveil, son corps était douloureux, comme si elle avait réellement vécu ce cauchemar. Elle tenta encore de parler à sa mère. « Maman, s'il te plaît, il faut qu'on parle. Quelque chose ne va pas. » Mais Madame Hawa, absorbée par ses dossiers et ses appels, balayait ses paroles d'un revers de main. « Ma chérie, je t'ai dit plus tard. On en parlera ce week-end. » Mais le week-end passait, et la promesse aussi. « Tu es juste stressée par l'école. Repose-toi. Bois un peu de thé. » Rokia se sentait de plus en plus seule, de plus en plus enfermée dans une prison mentale invisible que personne ne voyait et que personne ne voulait entendre. Finalement, la situation devint si critique que sa professeure principale, Madame Diarra, décida de passer outre la barrière du silence. Elle appela directement Madame Hawa pour demander un rendez-vous urgent. Surprise, Madame Hawa accepta, plus par formalité que par réelle inquiétude. Lorsqu'elle arriva à l'école ce jour-là, vêtue élégamment, téléphone en main, elle semblait plus préoccupée par ses messages que par la situation. « Bonjour, Madame Hawa. Merci d'être venue. J'aimerais qu'on parle de Rokia, » dit Madame Diarra, en choisissant soigneusement ses mots. Madame Hawa releva à peine les yeux. « Oui? Elle a encore raté un test? C'est juste une passe. Je suis sûre que ça ira. » Mais l'enseignante l'interrompit doucement. « Ce n'est pas seulement académique. Votre fille semble profondément perturbée. Elle n'arrive plus à suivre. Elle dort en classe. Ses mains tremblent. Elle pleure parfois sans raison. Elle semble comme prise dans quelque chose d'invisible. » Un silence pesant s'installa. Pour la première fois, Madame Hawa fronça les sourcils et posa son téléphone. « Que voulez-vous dire? Invisible comment? Je ne sais pas, mais je pense qu'il est temps que vous l'écoutiez vraiment. Quelque chose ne va pas, et elle essaie de vous le dire depuis des semaines. » Les mots de l'enseignante tournaient en boucle dans sa tête. Et pour la première fois, elle commença à se demander si sa fille n'était pas la victime d'une force bien plus sombre. L'ambiance dans le bureau de la directrice était tendue lorsque Madame Diarra, la professeure principale, exprima son inquiétude. Rokia n'est plus la même. Elle lutte pour suivre en classe. Elle s'isole et son comportement est devenu extrêmement étrange. C'est inhabituel pour elle. Et vous savez, ici au lycée Sacré-Cœur de Bamako, nous avons une réputation à défendre. Elle laissa sa phrase en suspens avant de poursuivre avec délicatesse. « S'il vous plaît, ramenez-la chez vous pour un moment. Prenez soin d'elle. Elle a besoin d'aide. » Madame Hawa tourna les yeux vers sa fille, l'observant comme si elle la voyait vraiment pour la première fois depuis des semaines. « Pourquoi agis-tu ainsi, Rokia ?» demanda-t-elle sèchement, alors qu'elle sortait du bureau. Rokia baissa les yeux, la gorge serrée. Elle voulait parler, expliquer, crier même. Mais elle n'avait pas les mots pour exprimer la noirceur qui l'envahissait. « Je ne sais pas, maman. » Mais avant qu'elle ne puisse en dire davantage, sa mère ajouta d'un ton froid. «
Ce comportement doit cesser maintenant. Tu sais mieux que ça. Qu'est-ce que c'est que toutes ces pétioles, toutes ces bêtises ? De retour à la maison, Madame Hawa était furieuse et dépassée. Elle décida de sévir. À partir d'aujourd'hui, plus de télévision, plus de friandises, plus de sorties avec tes amis. Tu resteras ici, à réfléchir à ton comportement jusqu'à ce que tu reviennes à la normale. Rokia ne protesta pas. Elle ne le pouvait pas. Elle sentait le poids de son mal-être l'écraser davantage chaque jour. Les cauchemars continuaient chaque nuit. La pièce sombre, les enfants ensorcelés, le bol maudit. Elle se réveillait toujours épuisée, vidée, comme si elle menait un combat invisible pendant son sommeil. Un soir, alors qu'elle tentait de soulever un simple vase pour le déplacer, ses mains lâchèrent et le vase se brisa en 1000 morceaux. « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» cria Madame Hawa en entrant dans la pièce. « Tu as toujours porté ce vase sans problème. Pourquoi maintenant ? Pourquoi faut-il que tu casses tout ?» Rokia, les larmes aux yeux, murmura d'une voix brisée. « Maman, je veux arrêter d'aller à l'école. » Sa mère la fixa, abasourdie. « Rokia, mais enfin, tu aimes l'école. Depuis toute petite, tu as toujours été brillante. »« Je ne me sens pas bien, » répondit-elle, la voix tremblante. « Je ne peux pas expliquer. S'il te plaît, laisse-moi juste rester ici, à la maison. » Ce matin-là, quelque chose changea. Madame Hawa, habituellement trop absorbée par ses responsabilités, décida de poser un jour de congé. Elle prit son téléphone, appela sa meilleure amie. « Bonjour chérie, je ne serai pas au travail aujourd'hui. Rokia ne va pas bien et je ne peux pas la laisser comme ça. » Plus tard dans la soirée, Madame Pamela frappa à la porte. Une femme élégante, respectée et profondément enracinée dans la foi chrétienne. Dès qu'elle entra, elle sentit que quelque chose n'allait pas. « Ça fait un moment que je ne t'ai pas vue à l'église, » dit-elle doucement, en posant son sac. « Que se passe-t-il, Hawa ?» Madame Hawa soupira profondément, s'effondrant presque dans le fauteuil. « C'est juste, le travail, la pression, la vie. Tout va trop vite. Je n'ai même plus le temps de respirer. »« Et Rokia ?» demanda calmement Madame Pamela. Hawa secoua la tête, les yeux brillants. « Je ne sais plus. Elle était pleine de vie, tu sais. Toujours la première à tout. Mais là, elle ne veut plus aller à l'école. Elle casse les choses. Elle ne mange presque plus. C'est comme si quelque chose l'avait éteinte. » À ce moment précis, Rokia descendit lentement les escaliers. Son visage était pâle, ses yeux cernés, sa silhouette fragile. Dès que Madame Pamela posa les yeux sur elle, elle sursauta, le visage figé d'horreur. « Jésus-Christ » murmura-t-elle. Puis, plus fort, « Rokia, qui t'a vidé ainsi ?» Madame Hawa fronça les sourcils. « Pamela, de quoi tu parles ?» Mais Pamela se leva brusquement. « Tu ne vois pas ce que je vois ? Elle porte des vêtements, oui, mais son esprit, sa gloire, on lui a volé. Quelqu'un a altéré l'étoile de ta fille. Elle ne brille plus, elle survit. » Rokia, confuse et submergée par l'émotion, s'effondra en larmes au pied des escaliers. « Je suis fatiguée, je veux juste que ça s'arrête. » Pamela s'avança sans hésitation, posa sa main sur sa tête et ferma les yeux. « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que toute puissance qui a détourné la gloire de cet enfant soit brisée maintenant. Que toute alliance cachée, tout pouvoir occulte soit détruit par le feu du Saint-Esprit. » Sa voix tremblait d'une force divine, résonnant dans toute la maison. « Rokia, tu es une étoile, et aucune puissance des ténèbres ne pourra voler ton destin. » Cette nuit-là, la bataille spirituelle atteignit son sommet. Dès que Madame Pamela prononça les paroles puissantes de délivrance, Rokia fut prise d'une toux violente. Elle se plia en deux,
tenant son ventre comme si un feu intérieur y faisait rage. Au nom de Jésus-Christ, je décrète que toute puissance occulte qui a mangé la gloire de Rokia soit brisée maintenant, proclama Madame Pamela d'une voix forte, remplie de l'esprit. Rokia poussa un cri perçant, puis vomit une étrange substance blanche et grumeleuse, semblable aux choses qu'elle avait été forcée de consommer dans ses cauchemars. Madame Hawa, figée, regardait cette scène avec horreur. C'est à cet instant qu'elle réalisa à quel point elle avait été spirituellement absente, aveuglée par les pressions de la vie. Elle s'effondra à genoux, prenant sa fille dans ses bras. « Je suis désolée, ma chérie. J'aurais dû te protéger. Pardonne-moi. » Madame Pamela, toujours debout, posa une main ferme sur l'épaule de son amie. « Tu as été négligente, Hawa. Ce monde est cruel. Des gens rôdent, prêts à voler les étoiles. Ils prennent ce qui ne leur appartient pas. Mais Dieu peut restaurer ce qui a été volé. » Ce fut un tournant pour Madame Hawa. Ce soir-là, elle fit une promesse silencieuse. Plus jamais elle ne laisserait l'ennemi approcher sa fille. Dès le lendemain, elle établit une nouvelle routine spirituelle. Chaque matin, elle priait avec Rokia, lisait la Bible avec elle et proclamait des versets de protection. Ensemble, elle jeûnait parfois et demandait à Dieu de restaurer tout ce qui avait été perdu. Petit à petit, Rokia retrouva ses forces. Les cauchemars cessèrent. Sa mémoire revint, sa main cessa de trembler. Et surtout, une paix intérieure s'installa dans son cœur. Avec courage, elle recommença ses leçons en ligne, rattrapant les cours manqués. Les enseignants furent stupéfaits de la rapidité avec laquelle elle récupérait. Quand elle retourna à l'école, elle n'était plus la même. Elle était plus forte, plus sage et plus déterminée que jamais. Lors des examens, elle surpassa toutes les attentes. À la cérémonie de remise des prix, son nom fut appelé à plusieurs reprises. Elle fut couronnée meilleure élève de l'année. La salle entière l'acclama debout. Mais assise au fond, Malia, elle, serrait les poings. De retour chez elle, Malia était en colère, son visage fermé par la rage. « Mama, Mama, tu ne croiras jamais ce qui s'est passé !» cria-t-elle en entrant. Fatou sortit calmement de sa chambre. « Qu'est-ce qu'il y a, ma fille ? C'est Rokia. Elle est de retour. Elle a gagné tous les prix. Tout ce qu'on a fait, c'est fichu. » Le visage de Mama Fatou se durcit. « Fichu, tu dis ? Non, cette fois-ci, je vais la faire disparaître pour de bon. » Cette nuit-là, dans l'ombre, elle passa à l'action, récitant des incantations ténébreuses, apparaissant à nouveau à la fenêtre de Rokia, prête à attaquer. Mais cette fois, une puissance l'attendait. Dès qu'elle leva la main pour lancer son sort, une onde puissante traversa la maison. Allongée dans son lit, Madame Hawa se redressa en sursaut, le cœur battant fort. « Seigneur, je sens quelque chose !» murmura-t-elle. Elle se mit immédiatement à prier, élevant la voix. « Je déclare au nom de Jésus que toute force qui s'élève contre ma fille ou ma maison soit consumée par le feu de Dieu. » Au même instant, une lumière éclatante enveloppa la maison et un éclair de feu frappa Mama Fatou en pleine poitrine. Elle hurla, tombant au sol, ses mains enflammées par une puissance céleste. Tentant de prononcer ses incantations pour disparaître, elle échoua. Son corps fut projeté au sol, sa main marquée de brûlures surnaturelles. Rokia, réveillée par les cris, accourut dans la chambre de sa mère. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» Elles se mirent à prier ensemble à genoux, confiant la maison au Seigneur. Le lendemain matin, alors qu'elles se préparaient pour l'école, elles découvrirent une femme nue, désorientée, au milieu de la rue. En s'approchant,
elles reconnurent avec stupeur. « Mama Fatou !»« Le feu, je ne sais pas, il ne s'arrête pas !» gémit-elle, sa main encore enflammée par une brûlure invisible. Madame Awa, pétrifiée, appela le quartier et le pasteur. Là, devant tous, Mama Fatou avoua sa sorcellerie en larmes. Le lendemain, à l'école, Malia chercha Rokia du regard. Elle s'approcha lentement, tremblante, les yeux pleins de honte. « Rokia, s'il te plaît, j'ai quelque chose à te dire. » Rokia, surprise, resta silencieuse. « C'était moi et ma mère. Tout ce qui t'est arrivé, on l'a causé. Je voulais que tu échoues, et j'ai demandé à ma mère de... » Sa voix se brisa. « S'il te plaît, dis à ta mère d'arrêter le feu. Elle souffre. Elle ne peut plus s'arrêter de brûler. » Rokia resta immobile, les larmes aux yeux. Elle ne répondit pas. Malia baissa la tête et s'éloigna, écrasée par la honte. À la fin de cette semaine-là, une étrange rumeur parcourut l'école. Malia et sa mère avaient disparu. Certains disaient qu'elles avaient fui. D'autres murmuraient qu'elles n'étaient jamais arrivées à destination. Cette histoire nous rappelle à quel point il est crucial, surtout dans le monde spirituel d'aujourd'hui, que chaque famille se réunisse devant l'Éternel avant de dormir, pour remettre entre ses mains la durée de la nuit, protéger leurs enfants et fortifier leur foyer par la prière. Il est également primordial d'enseigner à nos enfants de ne jamais accepter n'importe quoi venant de quelqu'un d'autre à l'école, aussi gentil cela puisse paraître. Derrière certains sourires peuvent se cacher des intentions sombres. La vigilance spirituelle et la communion familiale sont nos armes les plus puissantes. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à participer à ma croissance. Cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines histoires poignantes comme celle-ci. Et si vous êtes un de mes abonnés Chota fidèle, merci infiniment. Votre présence et votre soutien comptent énormément pour moi. D'ailleurs, si vous entendez encore ma voix, c'est que vous avez regardé jusqu'à la fin. Vous êtes un vrai numéro 1, merci du fond du cœur. Je ne prends jamais votre fidélité pour acquise. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire encore plus touchante. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.